Bienvenue à notre exploration du jour. On va se pencher sur un document assez étonnant, des extraits qui se présentent comme un mémorandum de renseignement stratégique, rien de moins que niveau 6. Le sujet, l'Empire Playboy de Hugh Hefner, mais vu sous un angle, disons, très différent de l'image publique habituelle. Oui, tout à fait. Ce mémo-là, il avance que Playboy, c'était pas juste un magazine puis des clubs, ça aurait été une opération complexe visant le contrôle social, la manipulation des élites. C'est ce que la source prétend, oui. D'après cette source-là, Playboy servait de façade. Une couverture pour une infrastructure clandestine de renseignement, peut-être de chantage, puis même... D'ingénierie génétique, Exactement. C'est quand même assez saisissant comme affirmation, non? effectivement, le document y place ça dans le contexte de l'après-guerre. L'idée, c'est que le contrôle passait moins par la force brute, mais plus par des méthodes subtiles. Comme quoi, par exemple? Ce que la source appelle l'ingénierie du désir et le contrôle cognitif. En gros, influencer comment les gens pensent ce qu'ils désirent. Et Playboy est présenté comme un outil majeur là-dedans. OK. Donc une sorte de double vie. D'un côté, l'image publique, tu sais, la libération sexuelle, le fan, Mhm. et de l'autre, une machine de renseignement caché. C'est exactement cette dualité que la source met de l'avant. Oui, les clubs, les fameux manoirs Playboy, ils sont décrits pas juste comme des lieux de fête, là. Ah non! Non, comme des plateformes d'observation pour collecter de l'info. Le personnel, toujours d'après le mémo, aurait été formé aux techniques de renseignement humain, le HUMINT, comme on dit. Du humint dans les clubs Playboy. C'est l'allégation, oui. Pour enregistrer systématiquement les conversations, les comportements, trouver les failles des gens influents qui passaient par là. Une infrastructure à la fois supervisible et secrète. Ça va loin, hein? Mais ce qui m'a vraiment frappé dans ces extraits, c'est ce que la source raconte sur la sélection des Playmates. C'est pas juste une question d'esthétique, hein? Non, pas du tout. Selon ce document, le mémo allègue que le processus de sélection, il servait à modeler le désir collectif, oui, mais pas seulement. Il parle d'un protocole quasi eugénique. Quasi eugénique, c'est-à-dire, explique un peu. Le terme eugénique réfère à l'idée de sélectionner des traits jugés désirables, un peu comme on fait en élevage, mais appliqué aux humains. Ici, selon le document, on ne cherchait pas juste des phénotypes spécifiques, genre des signes visibles de santé et de fertilité. Mais aussi des profils psychologiques très précis. La source mentionne qu'on recherchait des traits comme une faible résistance à l'autorité, Wow! une forte dépendance affective. Et ça veut juste qu'à parler de base de données, c'est ça? Oui, ça c'est un des points les plus surprenants, disons. Le document évoque la création, dès les années 60, d'une base de données biométriques et génétiques hyper détaillée Sur les Playmates. sur les Playmates et potentiellement d'autres personnes. Un genre de catalogue humain systématique. Bien avant que ce type de techno soit banalisé. C'est vrai que ça a avancé pour l'époque. Est-ce que la source donne une piste sur comment ils auraient pu faire ça? D'où venait cette expertise? Elle spécule. Elle parle d'une possible collaboration avec des experts venus de l'étranger, récupérés après la guerre. Le mémo cite même une piste, une extension non officielle de l'opération Paperclip. Paperclip, le programme américain qui a recruté des scientifiques allemands. Exactement. La source suggère que des savoir-faire pointus en génétique, en psychologie appliquée, auraient pu être intégrés à cette opération Playboy par ce biais-là. D'accord. Donc, si on résume la thèse centrale du document, là, derrière l'icône culturelle qui était Playboy, il y aurait eu une opération d'ingénierie sociale et biologique, mais d'une ambition démesurée. C'est l'argument principal qui ressort de la source, oui. Une manipulation très sophistiquée, cachée derrière le divertissement, une image de modernité. Encore une fois, c'est important de dire qu'on rapporte ici les allégations spécifiques de ces extraits. On n'est pas en train de les valider nous-mêmes. Bien sûr, bien sûr. Alors, quelles seraient les implications de tout ça, ultimement, si on suit la logique du mémo? Essentiellement que tout le vernis de la révolution sexuelle, du glamour, ça aurait servi de couverture. Une couverture pour une vaste opération de contrôle, où le désir humain était le levier principal et la collecte massive de données sensibles jusqu'aux données biologiques était l'outil stratégique pour influencer, peut-être même contraindre, les élites.
Ça donne un peu froid dans le dos quand on y pense 2 secondes. C'est sûr que cette analyse, telle que présentée, ça soulève des questions. Des questions sur comment le pouvoir et l'influence peuvent s'exercer de façon invisible, en utilisant la culture populaire comme un véhicule, comme une façade. Ça met en lumière l'hypothèse d'une instrumentalisation vraiment poussée de la sphère privée, du désir même, pour des fins dites stratégiques. Et peut-être pour laisser matière à réflexion, au-delà de savoir si ce document précis est authentique ou pas, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où des structures de pouvoir pourraient-elles vraiment aller pour modeler non seulement l'opinion, mais potentiellement les trajectoires biologiques humaines. Tout ça en utilisant la culture comme un écran de fumée. C'est une pensée qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un document assez particulier. Un mémo stratégique interne, classique, très, très confidentiel. Niveau Omega, c'est dit. Ça vient d'une entité DRCS BC Salzul Hermes V7. Le sujet, projet Papillon. Clairement, c'est pas le genre de truc qui circule beaucoup. Non, vraiment pas. C'est exceptionnel d'avoir accès à ce niveau d'information, même fragmentaire. Et ce projet Papillon, d'après ce mémo, ça va beaucoup plus loin que, mettons, juste de l'ingénierie génétique. Hein. Le document utilise le terme « matrice de subversion transgénérationnelle ». Ça sonne compliqué. C'est un terme fort, oui. L'idée de base, selon le mémo, c'est que ça reposerait sur des vieux réseaux de corruption, hérités. Il mentionne même une infrastructure Hefner, comme quoi ça aurait créé tout un écosystème de corruption systémique. Ouais, et ça va loin. Le mémo suggère que l'affaire Epstein, dont tout le monde a parlé, ça aurait été, juste une diversion. Un écran de fumée. C'est exactement ça. Et l'objectif pour nous, en analysant ce document, c'est de voir comment il explique que ces réseaux de compromission, certains qui datent de des décennies, là, comment ils seraient devenus, en quelque sorte, des actifs, des choses qui se vendent, qui s'échangent. Des actifs commercialisables? Wow! Oui, et le mémo soulève la question, est-ce que des acteurs hostiles, genre des États ou d'autres groupes, pourraient y avoir accès? Et surtout, comment ça se traduirait aujourd'hui? Le document parle de gains stratégiques observables, des choses concrètes. Comme quoi, par exemple? Il évoque des anomalies financières bizarres, des décisions de justice qui semblent sorties de nulle part, ou même des changements soudains en politique étrangère. D'accord. Fascinant et inquiétant. Alors, allons-y. Explorons cet écosystème comme le décrit le mémo. Il parle de l'infrastructure Hefner, les manoirs LA et Chicago. C'était pas juste pour ramasser des infos compromettantes passivement. Du compromat. Mais non, c'est ça qui est frappant. Le mémo avance que ça fonctionnait plus comme une bourse, un marché informel, mais actif. Une bourse? Carrément? Oui, où ce matériel sensible, ce compromat, était échangé, négocié, peut-être même vendu, là. OK, qui étaient les clients sur ce marché d'après le mémo? On parle de quelle époque? Le document couvre une période assez longue, des années 60 aux années 90 à peu près, et les clients potentiels, c'est varié. On parle du FBI sous Hoover. L'idée, c'est qu'ils auraient utilisé ça pour le chantage, figure politique, leader des droits civiques. Attends, le FBI, client de Hefner pour du compromat, c'est une affirmation assez lourde du mémo. C'est ce qui est écrit, oui. Il y a même une référence aux méthodes COINTELPRO. D'accord. Et c'était pas juste le gouvernement, j'imagine. Non, pas pantoute. Le mémo ratisse large. Il mentionne le crime organisé, spécifiquement le Chicago Outfit. Eux, ils auraient cherché à avoir des infos sur des juges, des procureurs, des politiciens, en échange, suppose le mémo, de protection, de logistique, ce genre de choses. Mafia, FBI. Qui d'autre? Services secrets étrangers aussi, le Mossad, le MI6 sont cités pour échanger des infos sur des cibles d'intérêt commun, financiers, scientifiques. Et même des entreprises? Oui, des grandes entreprises, pour de l'espionnage industriel ou pour influencer des contrats publics. Un vrai mélange, là. C'était un réseau avec des ramifications assez incroyables que ça dépeint. Mais revenons à cette idée de matrice de subversion transgénérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment un réseau des années 60-90 peut avoir un impact aujourd'hui? C'est là que la thèse du mémo devient particulièrement préoccupante. L'aspect transgénérationnel, ici, c'est pas juste que les secrets durent longtemps. C'est que l'infrastructure elle-même, les méthodes, les contacts, les systèmes de levier auraient été comme maintenus,
adaptées, transmises. OK. Fait que le mémo suggère que ces réseaux sont pas juste de l'histoire ancienne. Ils permettraient ce qu'il appelle la compromission à la demande aujourd'hui. La compromission à la demande. Essentiellement, la capacité d'activer ces vieux leviers ou d'en créer des nouveaux en utilisant les failles héritées du passé. Donc, le lien avec les anomalies financières ou les décisions politiques étranges dont tu parlais au début, C'est ça. ce serait l'activation de ces réseaux. Exactement. Le mémo est assez catégorique là-dessus. Il dit que c'est plus une hypothèse, là. Il soutient que ces réseaux hérités ils offrent un mécanisme plausible pour expliquer certains gains stratégiques qu'on observe chez des acteurs qu'on pourrait considérer comme hostiles. Que ce soit pour manipuler un marché, influencer une décision, orienter une politique. Voilà. Le document présente ça comme un outil opérationnel, bien réel aujourd'hui. Un héritage toxique qui continue d'agir. OK, si on résume le cœur de ce que ce mémo révèle ou prétend révéler. Le projet Papillon, ce serait le nom de code pour un réseau de corruption super sophistiqué, internationalisé, qui vient de cette infrastructure Fner et qui fonctionnerait encore comme un marché actif ou au moins activable de la compromission. C'est pas mal ça. Exactement ça. Et la portée stratégique, si on accepte la thèse du document, elle est énorme. Ça dépeint ces réseaux hérités pas comme du passé, mais comme des armes potentielles pour des adversaires, étatiques ou non, qui voudraient déstabiliser, influencer de l'intérieur. Et le mémo insiste, c'est pas de la théorie, c'est une réalité opérationnelle. C'est ce qu'il affirme, oui, que ce n'est plus hypothétique. Ça laisse songeur. Si les transactions que ce mémo documente, ou prétend documenter, impliquaient déjà des joueurs de ce calibre, FBI, mafia, services secrets, grosses compagnies entre les années 60 et 90, on peut se demander quelles autres opérations, quels autres échanges qui ne sont pas dans ce document ont pu avoir lieu via ces mêmes réseaux. C'est une excellente question. Et surtout, quels pourraient être les effets persistants, peut-être invisibles mais bien réels, de tout ça sur nos systèmes actuels, politique, économie, justice. C'est sans lice, ça donne le vertige un peu. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une idée assez particulière tirée de nos lectures, un réseau qui s'appellerait Papillon. L'idée, c'est que ça viserait à manipuler les hautes sphères du pouvoir. On va regarder ça de plus près, les mécanismes de compromission, les stratégies de diversion qui sont décrits. On se base sur les chapitres 5 et 6 d'un texte nommé Papillon. Compromission et diversion stratégique. Le but, essayer de décortiquer un peu ces concepts pour voir les dynamiques de pouvoir qui sont présentées là-dedans. Alors, allons-y. Le point de départ dans ces chapitres, c'est la compromission. Mais pas juste n'importe comment. Comme un outil stratégique, les cibles, ce seraient des gens influents, là, politiciens, grands patrons, financiers. La méthode décrite, elle semble assez directe. Tu trouves quelqu'un d'ambitieux, tu le compromets, les textes disent pas comment exactement, puis après, tu l'aides dans sa carrière. Ouais. En échange, cette personne pousserait pour certaines lois, genre la dérégulation, ou aiderait pour des contrats de défense. C'est présenté comme une influence, mettons, assez profonde. Oui, puis ce qui est soulevé, là, c'est ce lien possible entre une faille, disons, personnelle, puis un impact sur tout le système. Le texte donne un exemple, une hypothèse assez frappante avec la chute de Bear Stearns en 2008. Ah oui? Ouais, puis après cette théorie, une puissance étrangère aurait utilisé du compromat, des informations compromettantes. Oui, le terme classique. Exact. Souvent personnelles, illégales, obtenues via des réseaux genre type Epstein, où certains dirigeants de la banque auraient été impliqués. L'objectif serait été de les pousser à prendre des décisions, disons, irrationnelles ou nuisibles. D'accord. Et les conséquences de ces décisions-là, d'après ce qui est écrit? Mais ces décisions auraient comme accéléré la chute de Bear Stearns. Puis ça aurait contribué à déstabiliser plus largement le système financier américain. Fait que pour la puissance étrangère en question, le gain stratégique, c'était clair. Une crise économique majeure chez l'adversaire. L'argument principal, là, c'est que la vulnérabilité d'une personne peut devenir une arme géopolitique. C'est ça. C'est toute une théorie. Mais un système comme ça, s'il existait tel que décrit, comment il se protégerait? Comment éviter d'être découvert? C'est là que le texte parle d'un autre élément, la diversion. Mais pas juste une diversion simple, un processus à plusieurs étages. C'est ça. Pour contrôler le narratif public, finalement. L'affaire Epstein elle-même, elle est présentée comme étant possiblement le premier niveau de cette diversion. Le premier niveau? OK.
Mais le document suggère qu'il y aurait d'autres couches, comme en cascade. Pour éloigner l'attention de la structure centrale présumée, le niveau 2, ça serait de mettre la faute sur des groupes qualifiés de sectes, comme NXVM, le groupe controversé, Oui, on a entendu parler de ça. ou la scientologie. Ils seraient vus comme des sous-traitants qui agissent seuls. Puis si ça devenait plus grave, mettons des violences physiques, des choses comme ça, alors là, le texte avance qu'au niveau 3. Si des trucs graves comme des assassinats arrivaient, ben le narratif pointerait vers une guerre des cartels mexicains qui déborde aux États-Unis. Apparemment, c'est un narratif facile à accepter pour le public. Il y a même une référence à un article du Washington Times de 2023 pour appuyer cette idée de perception. Hmm? Puis finalement, le niveau 4. Là, le but serait de focusser l'attention sur l'implication supposée d'un seul service de renseignement. Le Mossad est cité en exemple à cause des liens avec l'enquête sur Robert Maxwell, le père de Ghislaine. Ah, OK. Le but, alléguer. Masquer une possible collaboration entre plusieurs États ou agences. Cette description de diversion en cascade, ça soulève des questions sur la complexité de la gestion de l'information quand même, hein? Absolument. Si on prend un peu de recul, l'objectif présumé de ces stratégies, ce serait de maîtriser complètement le récit public quand il y a des révélations potentiellement dévastatrices. En créant plusieurs couches d'explications ou de coupables tout désignés, ben, tu détournes l'attention d'une structure que la source décrit comme possiblement plus vaste, collaborative, peut-être même étatique. Ça montre la sophistication allégée dans la manipulation de la perception publique puis la construction des narratifs dans des affaires sensibles. Donc, si on résume les idées fortes de ces extraits, d'un côté, l'hypothèse d'une compromission personnelle utilisée comme levier d'influence systémique, ça pourrait même aller jusqu'à déstabiliser des économies, C'est ça. et de l'autre, l'utilisation supposée de stratégies de diversion à plusieurs niveaux pour contrôler l'information puis protéger une structure centrale potentielle. Exactement. Ces concepts-là, tels qu'ils sont présentés dans les sources, ça touche au thème du pouvoir en coulisses, de l'influence cachée, puis de la difficulté à démêler le vrai du faux dans des affaires très médiatisées, très complexes. S'intéresser à ces mécanismes décrits, ben, ça peut aider à aiguiser son sens critique face à l'info qu'on reçoit, surtout quand les enjeux sont gros. Et ça nous amène à une dernière réflexion pour conclure cette analyse. Si des architectures comme ça de compromission et de diversion peuvent être imaginées ou même exister comme le suggèrent ces textes, quelle vigilance, quels outils critiques il faudrait développer individuellement, collectivement, pour naviguer l'information quand surviennent des crises majeures ou des révélations potentiellement explosives. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des extraits assez fascinants du livre Le système papillon, corruption et influence mondiale. On va essayer de décortiquer ensemble un réseau d'influence qui est décrit comme particulièrement sophistiqué. Notre objectif, là, c'est de comprendre un peu les stratégies de corruption, puis comment ce système aurait pu devenir international, tout ça en se basant sur ce que les documents nous disent. Pour commencer, les techniques. Il y a celle de Johnny Trap, le piège par séduction, avec des enregistrements. Ça a l'air direct, mais les sources, elles, insistent sur autre chose. Oui, exactement. Ce qui est frappant, c'est moins l'originalité de chaque méthode que comment ils étaient systématisés. Les textes parlent de vrais protocoles pour influencer, pour contrôler des gens. C'était pas juste des coups ici et là, là. C'était une machine. Ah oui, une machine. Intéressant. Bon, alors, regardons ces mécanismes. Le premier, le fameux honey trap. Les sources donnent un exemple, celui d'un procureur en 82, qui aurait été comme forcé d'abandonner des poursuites. Mm-hmm. Apparemment, il y aurait des preuves, ou en tout cas des traces, dans des archives pas officielles. C'est ça. Deuxième méthode, la corruption par la dette. L'idée, là, c'est de cibler des personnes vulnérables, mettons qui ont un problème de jeu, Oui. puis de leur offrir du crédit sans limite, via des casinos ou des compagnies de façade. Fait que là, ils se retrouvent coincés, redevables. Complètement pris au piège. Et la troisième, c'est la compromission par l'information d'affaires. En gros, donner des tuyaux sur la bourse, des délits d'initiés, quoi, Ouais. à des financiers. Une fois qu'ils acceptent, ils sont complices, puis donc vulnérables au chantage. Les sources font même un lien avec Michael Milken, le roi des junk bonds, là, dans les années 80. Il aurait fréquenté le manoir Playboy.
Ben, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces trois méthodes, elles exploitent des failles très humaines, hein? Le désir, l'addiction, l'appât du gain, C'est ça. mais aussi des failles du système lui-même. Le but, comme c'est décrit, c'est pas juste de faire de l'argent. C'est vraiment d'avoir un pouvoir de contrôle en compromettant les gens. Puis où est-ce que ça visait le plus? Quel secteur? Les textes parlent de la justice, placer des juges amis, faire pression sur des jurés. C'est quand même majeur, ça. Ah oui, et la justice, c'est névralgique. La finance, évidemment. Pour manipuler les cours de la bourse, faciliter des prises de contrôle hostiles. Classique, mais bon. Toujours efficace? Et les médias, ça, c'est clé pour étouffer des enquêtes qui dérangent ou, au contraire, pour pousser des histoires qui arrangent le réseau. Mhm. L'exemple donné, c'est le New York Post dans les années 80 qui aurait sali la réputation de rivaux d'associés de Hefner. Justice, finance, médias. Le choix est pas anodin, là. Si tu contrôles ces trois piliers, la logique décrite, c'est que ça te permet d'opérer pas mal impuniment, là. C'est clair. Tu peux influencer l'opinion, les marchés, neutraliser tes critiques. C'est une stratégie pour une influence qui dure, tu sais. Et tout ça, ça s'est pas arrêté aux États-Unis. Comment ça s'est internationalisé? Les documents suggèrent que c'est l'expansion de la marque Playboy elle-même. La façade glamour. Exactement. Ça a servi de couverture, puis aussi les réseaux financiers des associés qui étaient apparemment très étendus. OK. Géographiquement, on parle de l'Europe. Londres, Munich, comme point de contact avec des financiers, puis même, selon les sources, avec des oligarques naissants de l'ancien bloc soviétique. Ah ouais, quand même, hein? Le Moyen-Orient aussi. Les textes évoquent des liens avec des figures comme Adnan Khashoggi, le marchand d'armes. Mhm. Les grosses soirées mondaines auraient servi de terrain neutre pour faire des affaires, échanger des infos. Un lieu de rencontre improbable, finalement. C'est ça. Puis l'Amérique latine. Là, c'est via les cartels Cali, Medellín, sont nommés pour le blanchiment d'argent, surtout dans l'immobilier, les casinos, Miami, Las Vegas. Ce qui est fascinant, c'est l'utilisation de cette façade-là. La marque, les clubs, tout ça, ça a l'air respectable, séduisant. Oui, Mais derrière, ça aurait permis de cacher des activités illégales, puis surtout de connecter des mondes très différents. La finance, la politique, le crime organisé, dans des contextes qui semblaient anodins. Ça facilite des alliances, disons, surprenantes. et l'argent dans tout ça? Le nerf de la guerre. Comment il circulait? Les extraits décrivent un circuit de blanchiment en 3 étapes. Ça fait penser un peu au scandale de la BCCI, cette grosse banque qui est tombée pour blanchiment début 90. Ah oui, la BCCI, tout un dossier, ça aussi. Étape 1. Injecter l'argent sale par des business où il y a beaucoup de cash qui circule. Les casinos, c'est parfait pour ça. Ou même des compagnies de production de films. Logique. Étape 2. Le transfert opaque. L'argent est envoyé dans des sociétés écrans, des coquilles vides là, dans des paradis fiscaux. Panama, les Bahamas sont mentionnés. Il y a aussi des liens évoqués avec des entités proches de Roy Cohn, l'avocat controversé. Ray Cohn, ça revient souvent dans ces histoires-là. Et étape 3, le retour dans l'économie légale. L'argent, maintenant propre, revient sous forme de prêt ou d'investissement, souvent via d'autres banques écrans, en Suisse ou au Luxembourg. Bon, le schéma de blanchiment en soi, c'est assez classique, mais c'est l'échelle décrite puis la sophistication des intermédiaires financiers légaux qui est notable. Ça suggère une infrastructure parallèle vraiment complexe. Oui. Conçue pour l'opacité, pour protéger des actifs illicites à l'échelle mondiale. Donc, si on résume un peu l'essentiel de ce qu'on a vu dans ces extraits, on a comme une combinaison de méthodes de corruption personnelles et systémiques. C'est ça. Un ciblage stratégique de secteurs vraiment clés, justice, finance, médias. Puis tout ça, c'est soutenu par une machine financière internationale assez élaborée pour le blanchissement et pour l'influence. C'est une bonne synthèse, oui. La complexité puis l'étendue qui sont écrits dans ces textes, ça montre bien comment une influence peut s'exercer en douce, en exploitant les failles des systèmes légaux, financiers, souvent derrière une façade de respectabilité. Puis une dernière question, juste pour réfléchir en terminant. Si des systèmes aussi sophistiqués pouvaient exister, opérer il y a des décennies, comme ces sources le laissent entendre, à quoi pourraient bien ressembler les mécanismes d'influence cachés aujourd'hui dans notre monde hyper connecté et numérique? C'est une excellente question. Ça laisse son genre. Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on regarde ensemble des éléments tirés d'un texte qui s'appelle « Conspiration géopolitique ». Ça présente une théorie, disons, assez singulière sur l'infiltration, la manipulation des élites mondiales. Ouais. Notre objectif, c'est un peu de décortiquer les mécanismes qu'ils allèguent, le rôle que joueraient certaines figures militaires, puis les aspects géopolitiques que ça soulève. OK. Alors, plongeons là-dedans.
Le texte, ça postule qu'il y aurait un programme secret. Protégé au plus haut niveau. Exactement. La source, elle avance que des militaires comme Wesley Clark, l'ancien commandant de l'OTAN, Oui, oui. ou Mark Milley, l'ex-chef d'état-major américain, ben, ils ne seraient pas directement les opérateurs, plutôt des sortes de gardiens stratégiques. Des gardiens. Comment ça, des gardiens? Ben, leur job, d'après le texte là, ce serait de compartimenter l'info, de s'assurer que s'il y a des enquêtes internes, ben, ça aboutit pas, puis de gérer le lien avec la sécurité nationale. Ah, OK. Une structure de protection assez élaborée, mettons. C'est ça. Puis le texte va même plus loin, j'ai vu. Ça spécule sur les antécédents de ces personnes-là. Ouais, c'est assez précis même. Ça parle, mettons, de possible origine iranienne cachée pour Clark. Ah oui? Ou des liens pour Milley avec des opérations en Asie du Sud-Est, Corée du Nord, tout ça. Wow! L'idée, c'est que ces connexions-là, ben, ça pourrait servir d'actif dans le jeu du renseignement international. D'accord. Fait que si on replace ça dans la vision d'ensemble du texte? Ben oui, ces aspects militaires-là, puis les liens spéculatifs avec, disons, l'Iran ou la Corée du Nord, Mhm. ça dessine une espèce de géopolitique de l'ombre. Le texte théorise une sorte d'échange. Un échange. Quel genre d'échange? Ben, les États-Unis donneraient une couverture, un accès aux élites ici, en Occident, puis en retour, certains régimes étrangers offriraient des laboratoires humains. Des laboratoires humains. C'est troublant comme terme. Oui, c'est le mot utilisé. Pour faire des expérimentations qui seraient, disons, impossibles avec nos lois, nos contraintes éthiques ici. C'est lourd comme allégation quand même. Le texte mentionne aussi, je pense, des parallèles avec le passé, des tentatives d'infiltration historique. Oui, exact. Ça fait référence à des lignées turco-mongoles, par exemple. Mais là où ça devient particulier, c'est comment la théorie adapte ça aujourd'hui. Justement, c'est ça la question. Comment ça fonctionnerait concrètement selon eux? La mécanique. Alors là, c'est très spécifique. La source décrit une logistique assez sophistiquée. Ça commencerait par collecter de l'ADN en cachette. Sur les cibles, Comment? ben, le texte donne des exemples pendant des événements sociaux, genre des soirées Playboy qui mentionnent. OK? Ou via des cliniques. Des cliniques médicales de fertilité qui seraient complices. Puis cet ADN-là, ils en feraient quoi? Il serait utilisé pour la fécondation in vitro, la FVI, OK. ou avec des mères porteuses, dans des installations secrètes là, dédiées à ça. Donc, le but, c'est de créer des enfants spécifiques à partir de cet ADN. C'est ça. Le texte les appelle les enfants miroirs ou enfants clés. Enfants miroirs. Ouais. Ils seraient issus de l'ADN de la cible, mais élevés complètement à part. Élevé où? Comment? Selon la théorie, ils seraient placés très jeunes dans des environnements hyper contrôlés, des familles d'accueil choisies ou des institutions particulières. Comme quoi, par exemple? Le texte cite certaines branches de la scientologie ou d'autres groupes qualifiés de cultes, comme des sortes d'incubateurs puis de centres de formation pour ces jeunes-là. Et une fois adultes, ces enfants clés, qu'est-ce qui arrive? Ben, la dernière étape, ce serait leur réintroduction, de façon stratégique, là, dans la sphère d'influence du parent biologique. Qui souvent ignorent leur existence, j'imagine. Probablement oui. L'objectif final, d'après la source, ben, il est multiple. Ça va de l'infiltration des cercles de pouvoir à la manipulation psychologique, politique de la cible originale, puis même, dans certains cas, le remplacement pur et simple de la personne. Le remplacement, carrément. C'est ce que le texte allègue au sein de sa famille, de sa structure de pouvoir. Évidemment, l'ampleur, la coordination que ça demanderait. C'est colossal, si ça existait. Bon. Alors, si on essaye de résumer un peu ce qu'on a vu dans ces écrits de conspiration géopolitique. Ouais. On a une théorie qui parle de protection militaire au plus haut niveau, d'alliances géopolitiques secrètes, puis une mécanique d'infiltration biologique, sociale, vraiment très, très élaborée. C'est ça. C'est une construction narrative très détaillée que cette source nous rapporte. Maintenant, au-delà de savoir si c'est vrai ou pas, si c'est plausible, Oui. il y a peut-être une réflexion intéressante à avoir. Juste le fait que des récits comme ça existent, aussi structurés, aussi complexes, qu'est-ce que ça dit sur nos peurs aujourd'hui? Bonne question. Peut-être que ça ramène quelque chose sur nos angoisses collectives, face au pouvoir qu'on imagine caché, à la manipulation, puis à la confiance qu'on a ou qu'on n'a plus envers les élites, les institutions. C'est une piste de réflexion intéressante, effectivement. Ça dépasse juste cette théorie-là. Exactement. C'est matière à réflexion, je pense. Bonjour et bienvenue à notre discussion d'aujourd'hui. On a reçu un document intriguant
que plusieurs nous ont signalé. Projet H, hérédité, influence et contrôle mondial. Ça décrit une stratégie allégée de contrôle et d'influence à très très longtemps. C'est assez spécial comme approche. Notre but aujourd'hui, décortiquer un peu les mécanismes qui sont présentés là-dedans. On va se concentrer sur la finalité stratégique que ça décrit, comment ça aurait tenté de neutraliser certaines menaces, puis aussi les stratégies de diversion évoquées. C'est vraiment une exploration d'une théorie sur le pouvoir, puis la manipulation génétique, si on veut. Allons voir ça de plus près. Le document, il affirme dès le départ que le but ultime, c'était pas juste le chantage standard. C'était quelque chose de plus ancré dans la biologie. Une influence par la descendance via la production planifiée d'enfants illégitimes. Pouvez-vous nous en dire plus sur comment ça fonctionnerait, selon le texte? Effectivement, le document détaille ça en, mettons, 3 fonctions stratégiques principales. D'abord, ce qu'il appelle un chantage biologique permanent. L'existence même de l'enfant, puis la preuve ADN qui vient avec, ça créerait comme un moyen de pression constant sur la personne ciblée, souvent des hommes haut placés, là. Ah oui, un levier pas mal plus solide qu'une photo compromettante, j'imagine. Difficile à faire disparaître, mettons. Exactement. Puis deuxièmement, l'infiltration à long terme. L'idée décrite, c'est de placer ses descendants, qui seraient potentiellement influençables ou contrôlés, au cœur même des lignées de pouvoir. On parle de finances, politique, justice, technologie. C'est vraiment une stratégie qui se pense sur plusieurs générations. C'est fou quand même. Et le 3e point? Le 3e volet, c'est ce que le texte nomme des actifs ultra loyaux. Ça suggère que ces enfants, souvent élevés un peu à part puis soumis à un conditionnement psychologique assez intense, ils développeraient une loyauté totale, genre indéfectible, envers l'organisation clandestine qui serait derrière leur naissance. C'est une affirmation très forte du document-là. Une loyauté comme programmée? C'est une sorte d'ingénierie sociale à très long terme qui est alléguée ici. Le document parle aussi de comment un tel système chercherait à se protéger, à éliminer les obstacles. L'exemple de Larry Flynt est donné. Oui, Larry Flynt puis son magazine Hustler. Ils sont pas juste présentés comme un compétiteur de Playboy, là. C'est dépeint comme une menace idéologique directe au modèle de Hugh Hefner, qui est vraiment central dans la théorie du document. Flynt, avec sa porno décrit comme plus brute, satirique, politique, il menaçait, toujours selon la source, de révéler la nature peut-être artificielle ou contrôlée de l'Empire Hefner. Et ça mentionne la tentative d'assassinat contre lui en 1978, et contextuelle autour de cet attentat. Bon, il ne fournit pas de preuves techniques détaillées, il faut être clair, mais il suggère que certains éléments, peut-être le type d'arme ou le déroulement de l'enquête après, pourraient pointer vers une opération de neutralisation. Une opération orchestrée, mettons, pour l'empêcher de publier des infos potentiellement nuisibles sur des réseaux liés aux Playmates. Le texte reste assez vague sur les preuves concrètes, par contre. Intéressant. Puis comment la source fait le lien avec une stratégie de diversion plus récente? Comment l'affaire Epstein cadre là-dedans, d'après ce document? Le document avance une idée assez particulière. Il suggère que le réseau de Jeffrey Epstein, qui était, une entreprise criminelle bien réelle et autonome, ça on le sait, mais que ce réseau aurait pu être utilisé, peut-être, involontairement par Epstein lui-même ou de manière opportuniste par d'autres, comme un paratonnerre médiatique. Un paratonnerre? C'est-à-dire? L'idée présentée, c'est qu'en focalisant toute l'attention mondiale sur les crimes terribles d'Epstein, son île, ses contacts célèbres, tout ça, on sature l'espace médiatique et judiciaire. Epstein devient une figure tellement monstrueuse, tellement extrême, qu'il finit par occulter ou détourner l'attention. Il empêcherait de voir d'autres structures de pouvoir, d'autres réseaux potentiels qui seraient peut-être plus anciens, plus vastes ou juste plus discrets, comme le programme génétique allégé lié à Hefner que décrit le projet H. La source va même jusqu'à suggérer que des figures de la culture populaire, comme Andy Cohen par exemple, participeraient ensuite, peut-être sans même le savoir, à une phase de banalisation, en rendant certaines dynamiques de pouvoir plus acceptables ou moins visibles dans leurs émissions. Ça rendrait ces structures moins choquantes, moins questionnables pour le public. C'est comme une extension de l'idée de diversion, là. OK, donc si je résume la logique du document, on parle d'une architecture de contrôle présumé, super complexe, qui opérerait sur des décennies et qui utiliserait la biologie, potentiellement la violence ciblée, puis la manipulation des médias,
C'est pas rien. C'est exactement ça que le texte décrit. Comprendre les mécanismes allégés dans ce genre de document, même si ça reste théorique, là, ça peut quand même être pertinent pour analyser comment le pouvoir pourrait s'exercer de façon cachée, tu sais, bien au-delà des explications qu'on entend d'habitude. Il s'agit d'examiner les stratégies décrites, sans nécessairement valider leur vérité factuelle, qui reste non prouvée dans ce cas-ci. Fait qu'est-ce qu'on tient de tout ça? Ça suggère au minimum que des stratégies d'influence peuvent être imaginées avec une complexité, une discrétion qui dépasse l'entendement commun, mettons. Pour résumer notre exploration de ce document Projet H, on a examiné la théorie d'une influence par l'hérédité, la neutralisation présumée de figures jugées menaçantes comme Larry Flint, puis l'utilisation allégée de l'affaire Epstein comme écran de fumée. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Si de telles stratégies d'influence génétique à long terme, comme celles décrites ici, ont pu ne serait-ce qu'être envisagées dans le passé, quelle forme nouvelle, puis peut-être encore plus efficace, elles pourraient prendre aujourd'hui? Pensons à l'ère du séquençage génomique de masse, de l'édition génétique CRISPR, de l'intelligence artificielle. Comment ces outils pourraient être utilisés pour atteindre des objectifs similaires de contrôle ou d'influence, mais de façon encore plus subtile ou puissante? C'est une piste de réflexion, disons. Imaginez, là, vous tombez sur un mémo, genre top secret, classe phi niveau oméga. Puis ça détaille une opération clandestine, vraiment au cœur de l'appareil de défense. C'est pas un film, c'est ce qu'on explore aujourd'hui. Exactement. On se penche sur des extraits d'un document qui s'intitulerait Projet Papillon. Puis plus spécifiquement, son volet militaire, nom de code Projet Talos. OK. Puis notre discussion, elle s'appuie sur quoi exactement? Bien, sur des sections de supposés mémorandums stratégiques, ça viendrait de la Direction du renseignement militaire avancé et doctrine spéciale, la DRMADS. La DRMADS, OK, puis ce mémo serait daté du 2 juillet 2025. Fait que l'objectif, c'est de comprendre comment ce réseau secret-là, Papillon, pourrait servir d'outil d'influence, même de coercition pour le Pentagone, mais tu sais, de façon non officielle, complètement déniable. C'est ça le nœud de l'affaire. Déniable. OK, fait qu'on plonge là-dedans. Le document, il présente Talos pas juste comme une couverture, mais comme étant je cite, « symbiose active avec les réseaux papillons ». Qu'est-ce que ça mange en hiver, symbiose active? Mais ça suggère que c'est pas juste une façade qui utilise papillon, tu sais. L'expression symbiose active, ça laisse entendre que les deux, Talos et papillon, ils se nourriraient, se renforceraient l'un l'autre. Ah ouais? Comment? Peut-être en partageant du personnel, des infrastructures, des objectifs, de façon vraiment intégrée, beaucoup plus qu'une simple relation contractuelle, là. Intéressant. Mais pourquoi le Pentagone n'aurait besoin d'une structure comme ça, qui opère dans l'ombre la plus totale? Ben, ce qui est fascinant ici, c'est la justification qu'on trouve dans le mémo, le besoin de contrer des menaces asymétriques. Asymétrique. C'est-à-dire? Ça peut être externe, tu sais, groupes terroristes, cyberattaquants non étatiques, mais aussi des menaces internes. Des menaces que les moyens conventionnels, militaires ou de renseignement, auraient du mal à gérer. Ou du moins, ils sont laissés de traces officielles. Exactement. Puis c'est là qu'arrive le concept de levier noir. Un levier noir, c'est-à-dire une capacité d'action parallèle, complètement invisible. C'est ça, une capacité d'action clandestine, puis surtout hors budget. Ça, c'est crucial. Ah, hors budget, donc ça échappe à tout contrôle du Congrès ou public. Précisément. L'idée d'une force d'influence, ou même de coercition, qui peut agir librement, tout en permettant à l'État de nier toute implication. Un genre de bras armé fantôme, si tu veux. Puis le mémo, il décrit même une doctrine d'emploi pour ça. La coercition asymétrique déniable. Ce qui est frappant, là, c'est que ça théorise une façon pour l'État d'agir contre les règles qu'il est censé défendre. Le tout sous couvert de déniabilité. Et il donne des exemples assez concrets. C'est troublant. Absolument. Par exemple, pour mettre la pression sur des alliés récalcitrants sur un dossier stratégique, le document parle d'utiliser du compromat. Du compromat, des infos compromettantes. Exact. Souvent sur la vie privée, contre, mettons, un ministre allemand de la Défense pour le forcer à changer sa position sur un vote important à l'OTAN. Wow! Puis ça vise pas juste l'extérieur, hein? Le mémo parle aussi de neutraliser des menaces internes perçues. Oui, ça pourrait être des mouvements politiques jugés déstabilisateurs. Oui? Ou même des leaders économiques influents. Puis le réseau papillon permettrait de faire quoi? Les discréditer? Du chantage? Les discréditer publiquement, oui, ou les soumettre au chantage. Ou même
provoquer leur ruine financière, puis le tout sans qu'on puisse remonter à une action du gouvernement. C'est assez énorme comme affirmation. OK. Concrètement, comment Papillon, via Talos, servirait le département de la Défense d'après ce mémo? Quel service il offrirait? Bien, il y en a plusieurs. Ça va de l'influence subtile à des actions, disons, plus dures. Comme? D'abord, le renseignement humain, le HUMINT. Mais un HUMINT très particulier, là, qui donne accès aux cercles les plus intimes de dirigeants, de personnalités clés. Comment? Grâce aux actifs du réseau Papillon. Le mémo cite des exemples, des escortes de luxe, des conseillers de l'ombre, des partenaires d'affaires, tous intégrés au réseau. Ensuite, Ensuite, on passe à la guerre économique. la guerre économique, c'est-à-dire? Ben, la capacité de saboter une entreprise étrangère qui est en concurrence avec un champion national américain. Surtout dans la défense. Il y a un exemple dans le mémo. Oui, assez direct. Orchestrer un scandale médiatique contre le PDG d'Airbus pour favoriser Boeing sur un gros contrat. Ouf, ça va loin. Puis il y a autre chose. Oui, puis là, on tombe dans le plus extrême. Des opérations d'élimination ciblée. L'euphémisme utilisé, c'est « wet work ». Wet work. Le mémo suggère d'utiliser pour ça les descendants du réseau. Le terme est défini clairement, mais ça semble être des agents particulièrement conditionnés, peut-être issus du réseau Papillon lui-même. Puis il ferait quoi, ces descendants? Des missions d'assassinat. Celles qui seraient politiquement trop risquées, même pour les unités clandestines officielles comme la branche opération spéciale de la CIA ou le JSOC. Pourquoi eux pourraient pas le faire? Parce que même ces unités-là, tu sais, elles opèrent sous une chaîne de commandement, même si elle est discrète. Une fuite, ça remonterait à l'État. Alors qu'avec les descendants, Le lien serait en apparence inexistant, la déniabilité serait absolue. C'est ça le but ultime. bon, alors qu'est-ce que tout ça signifie finalement? Si on résume, ce mémo, il dépeint Papillon et Talos comme un outil de pouvoir potentiellement redoutable qui fonctionnerait comme un État dans l'État invisible, Mhm. un moyen pour une branche de la défense d'exercer une coercition assez forte à l'étranger comme à l'interne, mais en dehors de tout cadre légal puis de toute surveillance. Puis ça soulève une question importante, là, qui dépasse ce document, qu'il soit vrai ou pas d'ailleurs. Oui, Si des capacités comme ça, clandestines, conçues pour être parfaitement déniables, si ça existait vraiment au sein des appareils d'État les plus puissants, quelles seraient les implications? pour la démocratie, la confiance entre alliés, Exactement. On peut se questionner sur l'érosion de la surveillance démocratique, sur la confiance réelle entre alliés, puis ultimement sur la stabilité internationale elle-même. Face à des outils de pouvoir invisibles et, par définition, incontrôlables. Ça laisse songeur, tu sais.